Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve pour notre deuxième podcast avec PL. Pour ceux qui l'ont Salut. déjà... Ah, excuse-moi, je t'ai coupé. Salut PL. Pour ceux qui l'ont déjà écouté, on a eu pas mal de retours, donc merci à tout le monde. Et puis aujourd'hui, on va essayer de refaire un podcast de la même qualité, d'environ plus ou moins le même temps, 45 minutes, 1 heure. Et puis on va essayer de proposer un contenu le plus intéressant possible, sachant que PL a quand même pour moi une expertise dans d'autres domaines où il peut être bon et moi un peu moins bon. Et donc c'est toujours un plaisir d'échanger avec lui. Et puis suivant vos retours, c'était assez intéressant. Donc on va continuer comme ça. Avant de commencer, je vous rappelle juste une chose. Vous retrouvez l'ensemble des liens de mes liens, donc mon site internet, mon Instagram, mon Facebook, etc., etc., dans la description. Et pareil pour ceux de PL. Je mettrai dans la description. Vous pouvez retrouver tout ça. Et puis, je vous invite aussi à aller écouter le podcast de PL, qui est pas mal sur le développement personnel. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez surtout pas. Voilà. Bon, on va pouvoir commencer du coup. Comme d'habitude, on vous a posé des questions sur Instagram et on va essayer d'y répondre. Je vais commencer directement par la première question, qu'on en a déjà un petit peu parlé avant, c'est pour ou contre la diète cétogène. Je vais laisser PL commencer pour cette question, et puis après je rajouterai des choses si besoin est. Vas-y. Ok. Bon, bah déjà bonjour à tous. Donc on est parti pour la première question. Pour ou contre la diète cétogène. Avant de dire quoi que ce soit, je pense qu'il faut remettre les choses dans le contexte. Peut-être C'est expliquer qu'est-ce ce qu'une qu'est la diète diète cétogène, cétogène? hein. C'est ça. Donc une diète cétogène, en théorie, ça veut dire qu'on est en cas de cétose. Les cétoses, c'est quoi? Pour faire simple, c'est des espèces de pas de déchets métaboliques, mais en fait, c'est un substrat qui est issu de l'oxydation des lipides, d'accord, qui va permettre d'assurer de l'énergie lorsque vous avez peu de glucides. Donc en général, on est en cétose, en général autour de, allez, on va dire moins de 50 grammes de glucides par jour, ce qui est très peu. Et donc, bah, du coup, deuxième contexte, c'est enfin, quand on est amené à utiliser la diète cétogène, généralement, c'est pas dans une période de prise de masse, parce que je pense que c'est très compliqué d'être en diète cétogène et en prise de masse en même temps. C'est généralement lorsque la personne veut sécher, et généralement, ça se traduit par malheureusement une peur des glucides. Ou alors une volonté de se dire, ok, si je mange davantage de lipides, je vais brûler davantage de lipides. Donc ça veut dire que je vais brûler plus de gras. Alors, premier point, c'est seulement le déficit calorique qui vous fera perdre du gras si jamais c'est votre objectif de départ. Et lorsque vous faites une diète cétogène, ça veut dire que vous allez avoir beaucoup plus de lipides, donc d'acides gras en circulation dans le sang, parce que vous allez en manger davantage, et vous allez surtout oxyder cela. Oui, voilà, c'est D'accord. ça. Ouais. C'est ok, vous allez brûler plus de gras, bah forcément c'est le substrat Parce que que vous vous en mangez mangez le plus, plus. hein. Bah donc c'est pour ça que vous allez Mm. davantage brûler du gras. Maintenant, le seul souci avec cette diète, il y a deux soucis. Il y a un souci social et un souci physiologique, donc de santé. Il faut savoir que le substrat préféré de l'organisme, ok, il y a plusieurs théories là-dessus, mais ça reste quand même, mine de rien, les glucides. Les glucides, c'est le moyen le plus simple pour votre organisme de fournir de l'énergie à vos cellules. Les cellules, elles demandent quoi? Elles demandent des glucides, donc du glucose, donc du sucre, hein, concrètement, et de l'oxygène. C'est du coup ce qui permet à ces cellules de tourner, c'est de faire tourner leur usine en fait, et du coup de fournir de l'énergie à votre corps, de fournir ce qu'on appelle de l'ATP pour faire de l'énergie, pour permettre de contracter tous vos muscles. Et c'est la manière la plus simple pour le corps de fournir de l'énergie. Maintenant, en diète cétogène, il y a peu de sucre, il y a peu de glucides. Donc le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il passe par une espèce de relais hormonal, donc c'est un plan B, même avec Alexandre, on disait avant un plan D carrément, Mm. parce que c'est quand même assez hard. Donc, est-ce qu'on est pour ou contre la diète cétogène? Je pense que c'est une diète qui est tenable. Maintenant, on va venir au deuxième point, c'est au niveau social. Quand vous allez au resto et que vous êtes en diète cétogène, vous mangez quoi? C'est assez compliqué. Donc, du coup, être en diète cétogène, ça a quand même plusieurs désavantages. Est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut le coup de tester si jamais vous êtes curieux et que vous voulez tester, à vous de vous rendre compte de la chose. Moi, personnellement, je suis pas fan. Alexandre, je crois qu'il est pas fan non plus. Non, pas trop. Euh, mais voilà, encore, on n'est pas dans l'autoritarisme, c'est-à-dire on va pas dire il faut pas faire ça ou il faut faire ça. On vous a donné, enfin moi je vous ai donné mon point de vue, je vous ai donné des raisons.
à vous de tester si vous avez envie, mais voilà, c'est pas, on va dire que c'est pas forcément la diète idéale. Elle est tenable, elle est faisable, à vous de juger. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors aussi, je dirais qu'il faut différencier une diète cétogène d'une diète faible en glucides, parce que une diète faible en glucides, pour moi, il n'y a rien de mal. Une diète où on va éventuellement préférer les lipides par rapport aux glucides, plutôt qu'une diète cétogène. Une diète cétogène, c'est vraiment plus hard, et une diète cétogène, on est souvent assez bas en protéines, ça sert à rien d'être trop haut normalement. Donc en fait, je suis pas très fan aussi, tout simplement parce que la diète cétogène, ça, enfin, c'est pas très dur à tenir. Niveau adhérence, c'est surtout ça le souci, très dur à tenir. Et niveau énergétique, niveau comment on se sent, bah là aussi c'est très compliqué quoi. Je suis vraiment pas fan par rapport à ça. Pour l'avoir testé avec beaucoup de gens, très peu de gens arrivent à tenir, à moins d'être préparation de compétition. Et là, on est très motivé, très motivé, on suit sa diète. Mais il y a 90% de chances qu'après, la post-compétition se passe pas très bien. Moi, je dirais que je suis contre, du coup, mais dans certains cas, je suis assez pour la diète faible en glucides et haute en lipides. Et en fait, il y a pas mal d'études qui montrent que pour certaines personnes, une diète plus faible en glucides et plus haute en lipides serait plus intéressant. Alors, je dis pas de forcément l'être, mais je dis juste en comparaison, par exemple, à d'autres personnes. Par exemple, on voit que les personnes de type africaine réagissent mieux à plus de lipides et moins de glucides. Pareil pour les femmes, souvent, par rapport aux hommes. Hein. Je compare par rapport aux hommes, et pour les personnes africaines, je dirais par rapport à des hommes blancs européens, par exemple. Et pareil pour les personnes aussi qui ont eu un passé un petit peu, je dirais, tumultueux et qui ont éventuellement été obèses ou en surpoids. Une diète faible en glucides et haute en lipides, la personne souvent réagit mieux en termes de perte de poids. Après, on revient encore à la même chose. Est-ce que c'est facilement tenable, sachant que c'est le facteur numéro 1 du choix de votre diète, hein, je vous le rappelle. Est-ce que c'est facilement tenable? Moi, je suis pas sûr que ça l'est. Et c'est pour ça que j'ai jamais, j'ai dû mettre une fois une personne sous diète cétogène depuis que je fais du coaching sur 250 personnes, par exemple. Ouais, environ 250 personnes. Donc, c'est pour vous dire que j'ai jamais mis ça. Et je la conseille très rarement parce que déjà il faut savoir la faire et très peu de gens arrivent à vraiment faire une diète cétogène. Maintenant, il y a des choses vendues en pharmacie hein, pour vérifier qu'on est bien en phase de cétose. Mais ouais, je suis pas fan. Je préfère tester d'abord les approches, je dirais un petit peu classiques comme high carb, low fat, puis éventuellement après comme je l'ai dit, changer un petit peu la répartition des macros, baisser les calories, augmenter les calories, tu vois, il y a plein de choses avant de tester une diète cétogène, et c'est pour ça que tout à l'heure aussi que je parlais de plan D comme a dit PL. Plan D c'est j'utilise la diète cétogène vraiment en dernier recours, tu vois, et c'est pour ça que je recommande pas. Et si vraiment vous essayez une diète cétogène, moi je vous conseille encore une fois de vous faire suivre par quelqu'un qui sait faire les choses. Mais en fait, la diète cétogène, la facilité, hein, je vois beaucoup par exemple de coachs qui en font. Je ne vais pas citer de nom, mais sur les réseaux sociaux, hein, je pense que tu vois de qui je parle, de certaines personnes. En fait, la facilité, c'est simple, c'est que ça va vite. Et que si la personne arrive à tenir la diète, il y a de grandes chances qu'elle perde beaucoup de poids. Tout simplement parce qu'ils vont la mettre en gros déficit calorique et avec très peu de glucides. Donc elle va perdre de la flotte, elle va perdre du glycogène, elle va perdre beaucoup de poids. Mais c'est sûr en fait, parce qu'elle va pas avoir de glucides. Après, elle va perdre du poids de merde parce qu'elle va subir sa perte de poids. Et il y a combien de chances après que la personne, après son suivi par exemple avec la personne, avec son coach, reprenne du poids? 90%. Franchement, je retrouve beaucoup de personnes qui viennent me contacter pour me dire oui, j'ai été suivi par un coach, il m'avait mis en cétogène. Ok, d'accord. Mais ouais, après, ils pensent pas au reste en fait. Et ça, c'est un des problèmes aussi pour moi des coachs sur internet, c'est que ils pensent beaucoup trop au avant-après qu'ils pourraient avoir en vous mettant sur des choses extrêmes. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Et tout ce qui vous est vendu comme rapide, ce qui est un peu une méthode, hein, la diète cétogène est un peu vendue comme une méthode miracle. Bon méfiez-vous. Méfiez-vous parce que pour moi, c'est vraiment pas quelque chose qui est intéressant. Je dis pas que c'est pas intéressant, je dis juste qu'il y a d'autres choses à faire avant de passer directement sur ça. Et ça, c'est un petit peu la solution de facilité, tu vois. Ok, bon, allez, je tente pas d'autre chose, je vais directement en cétogène, je sais que ça va marcher. Je vais tenir pendant, je sais pas, 1 mois, 2 mois, parce que j'ai un objectif précis, je sais que c'est l'été et que je vais être au top sur la plage. Mais après, une fois que tout ça va redescendre, comment je vais gérer la chose, tu vois.
c'est un peu un mode on-off en fait au Ouais, niveau voilà, c'est physique. ça. C'est un petit C'est ça. peu les personnes qui se restreignent trop un moment, un petit peu comme les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire, je peux revenir sur ça, mais qui vont se restreindre énormément la semaine et qui vont craquer le week-end. Bah là, c'est un petit peu la même chose, mais sur une période un petit peu plus longue, tu vois. Genre, ils vont Et en plus, tenir pendant un et en long moment. plus, Et en plus, ça impacte énormément le physique parce que tu passes d'un physique où du coup tu perds énormément de flotte, énormément de glycogène, du coup tu es assez plat, et Mm, après tu te remets à manger normalement, tu reprends toute ta flotte, mm, donc normalement avec plus de glucides, parce que mhm. généralement c'est ce qui se passe, hein. Et alors là tu passes d'un physique du coup qui peut être pas mal entre guillemets parce que mine de rien quand tu perds pas mal de flotte etc bah tu perds de la rétention d'eau, Mm. du coup tu dessines un peu plus, mais dès que tu reprends plus une alimentation plus riche en glucides, bon bah tu deviens une bonbonne d'eau parce que tout simplement t'as une rétention qui se fait assez rapidement quoi, Ouais, carrément. donc c'est un problème. Ouais. Et exact. Et d'ailleurs, hein, pour revenir sur ça, j'écoutais le podcast de NMA, la Nordic Muscle Academy, là, avec Will, qui est d'ailleurs un monstre. Et pareil, il parlait de la diète cétogène à un moment, et il disait que la diète cétogène, bon, pareil, hein, il disait plus ou moins les mêmes arguments, que c'était pas fou, mais il disait surtout un argument qui était hyper intéressant, c'est, ok, aujourd'hui tu vas peut-être pas avoir d'effet négatif, mais peut-être si tu suis une diète cétogène sur 1, 2, 3, 4, 5 ans, est-ce que plus tard tu penses que ça n'aura pas d'effet? Moi je suis pas sûr. Je pense que c'est pas très sain de tenir ça sur le long terme. Aussi en prenant en compte que votre cerveau se nourrit principalement de glucose. Donc à partir du moment où vous mangez très peu de glucides, bah, au niveau du cerveau, c'est compliqué de fonctionner. Et peut-être que sur une courte période, ça va, mais sur une longue période, je suis pas sûr que ce soit très 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 sain. Même au niveau activité métabolique, il faut savoir que la Ah bah thyroïde, oui. qui est la glande qui régule quand même pas mal d'activité métabolique, pardon, elle se nourrit principalement de glucose, quoi. Ça aide à augmenter votre activité métabolique. Mm. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je pense que si jamais vous êtes curieux, il faut tester parce que je pense que ça se teste. Moi, j'ai déjà à moitié testé. Bon, j'étais pas en cétose, je pense, mais T'es j'étais, courageux, hein. on va dire, en low carb. J'ai testé une semaine pour voir, parce que je voulais voir ce que ça faisait. J'ai vite vu les effets, même si j'étais pas en cétose, et ça m'a pas plu. Après, il faut savoir que lorsqu'on teste une diète cétogène, et je pense qu'on finira là-dessus, on a ce qu'on appelle la grippe cétogène. Ça veut dire qu'un mec qui teste une diète cétogène qui fait un peu mode on-off, qui passe de, je sais pas moi, 300 grammes de glucides, pour donner un exemple un peu comme ça, à 50 voire moins, pendant 3-4 jours, il peut éventuellement avoir l'impression d'être malade, sans énergie, etc. Parce que c'est ce qu'on appelle une petite phase durant la diète cétogène, le temps que les adaptations se fassent. Après, ça va un peu mieux. Mais voilà, donc c'est pour ça que quand on fait une diète cétogène, je pense qu'il faut la persévérer sur 2, 3, 4 semaines pour vraiment voir les adaptations venir et pas s'arrêter aux 4 premiers jours, quoi. Donc si Mm. jamais vous le testez, mieux vaut la faire sur au moins un mois. Après voilà, comme dit Alex, bon, elle est pas, enfin on est un peu contre, mais encore une fois, ça peut dépendre du contexte si jamais vous voulez tester et que ça peut marcher sur vous. Mais voilà, il y a plus de risques que de bénéfices en fait. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, sur la personne avec qui j'avais testé, c'était une personne qui était pas diabétique, mais qui avait des symptômes un petit peu, des problèmes d'insuline en fait. Elle était insulino-résistante et diagnostiquée par un médecin, bien sûr, pas diagnostiquée par eux-mêmes, comme certains font. Et sur elle, ça avait très bien marché. On voyait qu'à apport total calorique égal, une diète plus haute en glucides, contrairement à la cétogène, il perdait un truc de fou. Vraiment. Et donc là, c'était vraiment. Mais après, on était sur le cas d'une personne très obèse. Et voilà, donc c'était un petit peu différent. Mais c'est pour ça aussi que je dis, c'est vraiment au cas par cas. Et sur des cas vraiment extrêmes, des situations particulières, ça peut être intéressant. Mais pas tout le temps. Ouais. Ok, donc c'est plutôt une question intéressante. Ouais, Pareil, carrément. question qui fait débat. Ouais, pour conclure, on dirait qu'on n'est pas forcément pour. Mais pourquoi pas, vous pouvez tester par votre expérience personnelle, peut-être une semaine, et puis voir ce que ça donne sur vous. C'est ça. Alors, on va passer du coup à la question suivante. Là aussi, on en a parlé un petit peu avant le podcast, c'est le HIIT et la musculation. Est-ce qu'on est pour ou contre? Alors, je vais introduire un petit peu, et puis après, je laisserai PL compléter. Alors, pour le HIIT c'est quoi déjà? C'est un effort entre guillemets qui est court et qui est très intense, qui va venir s'opposer au LISS, pardon, qui est le cardio en fait, tout simplement, sur de la longue durée, à très faible intensité, tout simplement.
Et en gros, là, dans le débat un petit peu que l'on va avoir, ce serait un petit peu opposer le HIIT et le LISS. Bon, déjà, il faut savoir pourquoi on fait du cardio quand on fait de la musculation. Il y a deux intérêts. Le premier intérêt pour moi, c'est avoir une meilleure condition physique. Ça, c'est un des meilleurs intérêts. Donc, pourquoi ne pas faire de cardio quand on est en prise de masse? Pourquoi en faire quand on est en prise de masse? Bah, ça dépend. Pareil, donc améliorer sa condition physique, c'est un bon argument. Le second argument, c'est pour ne pas baisser ses apports quand on cherche à perdre du gras. Et pour un petit peu contredire un PL tout à l'heure, parce qu'on en a parlé un petit peu avant, il m'avait dit c'est pour permettre de manger plus qu'on va faire du cardio. Je suis pas forcément d'accord, c'est surtout pour permettre de ne pas manger moins que l'on va faire du cardio. Donc c'est très très important pour moi de comprendre ça déjà. Et à partir de ce moment-là, on comprend donc que le cardio va nous permettre d'augmenter notre dépense. Après, on va avoir deux choix. On va avoir le HIIT, comme je vous l'ai dit, et le LISS. Personnellement, je suis vraiment pas fan du HIIT et je le conseille très peu de fois dans les coachings, par exemple, que je peux avoir, sauf certaines occasions. Exemple, personne qui a très peu de temps. D'accord. Mais pourquoi je conseille pas forcément de HIIT? Tout simplement pour une chose, et la plus importante selon moi, c'est que le HIIT va énormément interférer sur votre récupération. Votre récupération, c'est le plus important. N'oubliez pas que votre but, votre priorité, si vous faites de la musculation comme nous, et que vous voulez avoir par exemple être le plus fort possible ou être le plus beau possible, donc esthétiquement, et ben c'est de devenir le plus fort possible et de progresser en fait sur vos séances. Si à partir de ce moment-là, vous avez quelque chose qui interfère énormément sur votre récupération, mais qui n'est pas de la musculation, est-ce que c'est vraiment pertinent de le faire? Et ben je pense pas. Et à l'opposé de ça, c'est beaucoup mieux, par exemple, ce serait plus intéressant, je dirais, d'aller faire du lisse, donc du faible intensité, par exemple de la marche sur tapis, de la marche inclinée, du vélo éventuellement, mais pas très haut en intensité, parce que ça n'interférerait pas beaucoup sur votre récupération, quasiment pas d'ailleurs. Hein. Un petit peu, je dirais, c'est pour ça que souvent on conseille d'augmenter aussi le NEAT. Mais voilà, ça c'est vraiment quelque chose qui est important, c'est que ça interfère beaucoup sur la récupération. L'inconvénient du lisse, c'est que ça prend plus de temps. Il y a une autre chose aussi qui est importante de noter, c'est que selon certaines études, et ben en fait, faire du HIIT ne brûlerait pas énormément beaucoup plus de calories en post-effort, contrairement à ce qu'on pense, comparé à un lisse. Par exemple, si une personne va faire 20 minutes de HIIT et une autre va faire 30-35 minutes de lisse, donc de cardio à faible intensité, est-ce que la personne qui a fait du lisse va brûler moins de calories au final que la personne qui a fait 20 minutes de HIIT à fond? Et bah peut-être pas, ou peut-être pas beaucoup au niveau de différence. Par contre, la différence, ça va être surtout au niveau de la récupération. Donc ça, c'est quelque chose qui est important de noter. Voilà, je pense que j'ai fait le tour plus ou moins de mon côté sur cette question. Tu as peut-être des choses à ajouter, PM? Ouais, carrément. Déjà, ouais, par rapport à ce que tu as dit sur le fait ça permet d'éviter de manger moins. Finalement, je suis totalement d'accord avec toi parce que ce que j'avais dit, ça peut être mal interprété. Quand je dis, ça peut permettre de manger plus en faisant par exemple du lisse, parce qu'en fait, ça augmente ton apport calorique. Ça peut être mal interprété dans le sens où on peut se dire, bah tiens, comme ça, je vais faire du NEAT à fond et je vais pouvoir manger énormément. Sauf que oui, il y a une question de mesure et il faut maîtriser un peu sa dépense aussi. Ouais. C'est surtout le cas lorsque vous êtes vraiment, par exemple, en fin, par exemple, de déficit calorique, vous êtes proche de votre objectif et que vous tournez en faisant seulement votre séance de musculation et vos activités quotidiennes, sans rajouter du NEAT à côté, vous tournez peut-être autour en dessous de 2000 calories. Ce qui peut être, dans certains cas, assez problématique. Le fait de faire un peu plus de NEAT et donc, du coup, de manger un petit peu plus en étant par exemple autour de 2000 calories et plus vers 2000 calories, on va dire, déjà psychologiquement c'est plus facile et du coup vous allez éviter d'avoir un abaissement du métabolisme trop conséquent parce que du coup vous allez pouvoir manger un petit peu plus, vous allez éviter de manger pas assez en fait, comme disait Alex. Donc ça c'est un point qui est super important qu'il a souligné. Et du coup, par rapport au HIIT, donc il a évoqué le point de vue récupération. Donc, comme il a dit, c'est super, enfin, c'est assez éprouvant et du coup, ça peut impacter sur vos performances à l'entraînement en musculation, sachant que bah, c'est quand même ce qu'on cherche majoritairement. Et deuxième point, il faut savoir que les adaptations cardiovasculaires et celles donc de l'hypertrophie, donc de l'augmentation de la masse musculaire via la musculation, sont différentes. En fait, pour faire simple, lorsque vous faites un effort, par exemple, faites un effort de cardio. Vous allez faire subir à votre corps un stress, donc à travers le HIIT. Le but, c'est de vous adapter, de pouvoir aller plus loin dans l'effort par la suite, donc d'avoir augmenté, par exemple,
vos capacités cardiovasculaires, donc augmenter du coup, enfin améliorer vos battements cardiaques, la circulation du sang, l'oxygène, etc. Donc du coup, vous allez avoir des adaptations cardiovasculaires et vous allez pouvoir être plus fort dans l'effort. Donc ça, c'est les adaptations du cardio. En muscu, vous allez augmenter davantage vos fibres musculaires, pour faire simple. Donc on a déjà deux adaptations différentes. Le stress est différent aussi. En cardio, le stress n'est pas le même qu'en musculation. Musculation, c'est un effort très court, très intense. Cardio, généralement, c'est un peu plus long et un peu moins intense, si on compare vraiment les deux types d'efforts. Donc du coup, de cela, vous allez avoir des adaptations différentes. Et en fait, pour faire ces adaptations, pour faire simple, vous faites subir le stress à votre corps. Donc en muscu, vous soulevez des poids et en cardio, vous faites une distance ou un truc comme ça. Et vous allez du coup avoir une réponse à l'organisme. Et cette réponse, ça veut dire que le stress va être compris par votre corps. En gros, il va dire, ok, là j'ai eu tel type de stress, et ça va passer par des voies de signalisation. En gros, c'est comme si vous avez des petits bonhommes, d'accord, qui sont dans vos muscles ou dans votre cœur. Ils voient qu'il y a un effort, ils vont passer par des autoroutes dans votre corps. C'est ce qu'on appelle les voies de signalisation. Et ils vont aller alerter tous les systèmes et dire, ok, faut réparer tel truc pour s'améliorer. Et en fait, les adaptations, les voies de signalisation pour le cardio et la musculation interfèrent entre elles. Ça veut dire que si par exemple vous faites du HIIT, vous allez interférer sur votre récupération en musculation. Est-ce que tu me suis, Alex, là? Ouais, carrément. Ouais. C'est bien expliqué. Donc du coup, ça veut dire que vos petits bonhommes, ils vont se croiser entre eux, pour faire simple, hein, et du coup, ils vont buter l'un sur l'autre. Et en fait, vous allez avoir, même dans le pire des cas, vous allez avoir les petits bonhommes du cardio qui vont inhiber ceux de la musculation. Donc du coup, c'est tellement deux efforts différents, et on le voit logiquement. Vous n'avez jamais vu un marathonien qui était ultra musclé. Ouais. Pourtant, il stimule sa masse musculaire. Mais c'est pas de la même manière qu'un bodybuilder. Et à l'inverse, un bodybuilder ne sera jamais hyper maigre comme un marathonien. Donc c'est pour ça que, ça c'est le deuxième aspect, c'est que le HIIT nécessite des adaptations beaucoup plus importantes que le lisse en termes cardiovasculaires, et donc ça peut davantage interférer avec vos progrès en musculation. Donc du coup, c'est vraiment le second point sur lequel je voulais insister. Ouais. Et puis après, voilà, il a reparlé en termes de musculation. Et puis en termes de dépenses caloriques, comme il a dit, c'est pas forcément plus élevé. Et le seul avantage, c'est que ça peut prendre moins de temps. Ouais, et encore, quand vous faites du lisse, vous pouvez écouter un podcast, vous pouvez aussi travailler des fois sur votre téléphone. Ouais, carrément, vous pouvez faire plein de choses. Donc, et puis ça nécessite, vous pouvez même sortir dehors. Donc sortir dehors, vous pouvez le faire avec des potes, etc. Ouais. Et c'est carrément plus cool en fait. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Pour finir un petit peu sur ça, moi ce que je conseille, c'est je dirais 1 à 2 séances de HIIT max par semaine. Je dirais plus 1 que 2 d'ailleurs. Et je conseille aussi de faire du HIIT par exemple, plus si vous souhaitez perdre du poids en début de perte de poids plutôt qu'en fin. Parce que en fin, vous allez déjà réduire vos capacités de récupération via le fait que vous allez manger moins. Contrairement au début où alors vos capacités sont un petit peu plus hautes. Donc là, vous pouvez plus faire du HIIT éventuellement et au fur et à mesure passer plus sur du lisse. Mais si vous pouvez commencer directement sur du lisse, n'hésitez pas. Et je reviens sur une chose, hein. Le cardio, vous n'êtes pas obligé d'en commencer directement au début d'une perte de poids. Idéalement, il faudrait réussir à perdre du poids en ayant optimisé son métabolisme qu'en descendant ses calories au tout début. Et ajouter le cardio que plus tard, lorsque l'on souhaite ne plus descendre forcément ses calories, pour augmenter son déficit sans forcément baisser ses apports. Et puis voilà, parce qu'il y a aussi des inconvénients à faire du cardio de manière générale. Hein. Comme il disait, il y a des adaptations, mais il y a des adaptations aussi sur du lisse, et même si elles sont moins importantes, il y a d'autres inconvénients à faire du lisse. Le fait que ça prend du temps, le fait que ça augmente la faim pour certaines personnes, la sensation de faim, et donc après, si vous faites 1 heure de cardio et vous brûlez, je sais pas, 500 calories en lisse, mais qu'après vous allez manger, une glace pour vous récompenser, voilà, parce que vous avez faim et que vous craquez, c'est pas intéressant d'en faire, et il vaut mieux pas en faire des fois. Et ça, je l'expérimente aussi des fois avec certaines personnes en coaching, c'est que elles font du cardio, mais après, elles ont faim, et elles craquent. Dans ce cas-là, on fait pas de cardio. Voilà, c'est aussi simplement. Ça, c'est vachement problématique en plus. Ouais. Donc voilà, alors encore une fois, comme l'a dit Alex, c'est pas obligatoire. Si vous voulez en faire, même, je pense que faut remettre aussi des choses dans le contexte. Je sais que moi j'ai des clients qui aiment faire du HIIT. Oui, voilà, moi aussi. Je leur en mets, mais je le limite. Ça veut dire que je le mets peut-être au milieu de la semaine de façon assez stratégique. Au début, ça dépend du nombre de séances dont la personne dispose.
et je dis, ok, bah, sur ce jour-là, tu fais que ça, tu as une journée de repos avant, etc. Par contre, tu fais attention à pas dépasser tel temps, etc. Et puis la personne fait ce qu'elle veut, quoi. Mais donc c'est faisable, il faut juste savoir le maîtriser. Ouais, totalement d'accord avec toi. Ok. Bon, bah une autre question assez intéressante. Malheureusement, pareil, je vois beaucoup de hits. Et en fait, une erreur qui est beaucoup faite. Hein. Beaucoup de femmes font par exemple que des entraînements hits, malheureusement. Et quand on voit le physique qu'elles ont, bah elles n'ont pas un physique très athlétique. Elles ont un physique souvent assez mince, avec un petit peu de gras, un petit peu genre à la manière d'un skinny fat, mais pour les femmes. Et plat, quoi. Ouais, très plat, avec beaucoup de cellulite ou des choses comme ça. Donc, franchement, j'ai récupéré pas mal de personnes il y a pas longtemps en coaching qui faisaient que du hit. Et depuis qu'on a commencé la musculation, depuis qu'en plus on a commencé à manger plus et faire de la musculation, elles avaient l'impression de moins se dépenser. Ouais, mais le physique, il a bougé, il a réagi super bien. Donc, évitez le hit. Enfin, je dis pas d'éviter, je dis juste limitez-vous et pensez plus à musculation que hit si votre objectif c'est de devenir le plus esthétique possible. C'est ça. Voilà, on va pouvoir passer à la question suivante. Question assez intéressante, on va avoir sûrement pas mal de choses à dire. Et je vais te laisser commencer encore une fois, PL. C'est comment gérer la musculation avec sa vie pro, sa vie étudiante, notamment d'un point de vue sommeil, d'un point de vue vie sociable, comment organiser son temps, comment être productif éventuellement dans son travail ou dans sa vie étudiante, enfin c'est la même chose de toute façon. Dans tous les cas, là, si on parle de vie étudiante ou de travail, c'est la même chose, d'accord. PL est encore étudiant, moi personnellement je travaille, mais c'est exactement la même chose, ça nous prend un temps sur la semaine, un temps sur lequel on doit être sérieux et productif, donc c'est important de le signaler. Donc voilà, je vais te laisser commencer à parler de ça, et puis on va pouvoir éventuellement débattre, si on a des points de vue différents, mais je pense pas. Je pense qu'on a plus ou moins la même chose, on arrive tous les deux à plutôt bien gérer les choses de ce qu'on s'est dit avant. Donc voilà, maintenant, dis-moi un peu plus. Ça va peut-être différer selon la manière de fonctionner, mais je pense que dans l'ensemble, c'est plutôt pareil. En fait, je pense que ça dépend de chacun, mais il y a plusieurs règles que j'ai en tête là. Faut pas penser en termes de. Faut pas dire j'ai pas le temps. Faut penser en termes de priorité. Faut d'abord que vous établissiez vos priorités. Donc, par exemple, dans vos priorités, vous allez avoir dans la semaine du temps qui vous sera obligatoire de faire entre guillemets. Par exemple, si vous avez un travail et que vous êtes par exemple, vous êtes employé, d'accord, bah, vous pouvez pas dire à votre patron, non, je viens pas cette semaine parce que j'ai envie de dormir. Non, vous êtes obligé de faire ce temps-là. Donc déjà, ça veut dire que dans votre organisation, vous devez dire, ok, chaque jour, donc les horaires peuvent différer selon ce que vous faites, hein, j'ai ça de telle heure à telle heure. Ok. Donc ensuite, quelle est ma seconde priorité? Ok, je sais pas moi, je veux développer un business dans tel truc. Ok, bah je m'accorde, on va dire tant d'heures par semaine à ce business-là. Ensuite, vous faites ok, bah, par rapport à ce business-là, je vais dispatcher tant d'heures par jour. Ok. Ensuite, vous allez vous dire ouais, mais moi j'aime bien avoir une vie sociale. Ok, donc du coup, comment je peux faire, etc. Et en fait, en établissant vos priorités, vous allez trouver le temps qui correspond à chaque ordre de priorité. Et le but, en fait, à travers ça, c'est de gagner du temps pour priorité. Ça veut dire que, par exemple, moi, dans mon cas, ça peut paraître bizarre, mais j'aime beaucoup passer du temps avec mes proches. Donc, ma priorité, c'est d'être le plus productif possible dans ce que je fais pour pouvoir libérer du temps pour mes proches. Parce que je sais que si je le fais pas, je les verrai pas assez et ça peut être des sources de conflits par la suite. Donc, ça veut dire que l'objectif, c'est vraiment de me libérer du temps pour mes proches. Après, ça peut être, par exemple, vous voulez vous libérer du temps pour travailler un peu plus. Ouais, voilà, donc, dans ce cas-là, c'est d'être plus productif pour dire, OK, maintenant, ce que je devais faire en 3 heures, je vais faire en 2, sans évidemment négliger la chose. Donc, du coup, j'ai 1 heure de plus que je peux consacrer à un autre projet. Donc, c'est vraiment ça, en termes de priorité, en termes d'organisation. Il faut vraiment mettre dans le contexte. Et surtout, en termes de l'organisation, il faut surtout pas vous comparer aux autres. Parce que il y a deux choses. Déjà, il y a le contexte de la personne. Ça veut dire que si vous remarquez que cette personne-là, elle arrive à travailler 10 heures par jour et que vous n'y arrivez pas, bah ouais, mais cette personne, en fait, elle est libre dans ce qu'elle fait. Alors que vous avez 5 heures par jour à consacrer à votre travail. Donc, vous avez déjà 5 heures en moins. Donc, vous comparez, ça servira à rien. Et seconde chose par rapport à ça, c'est... attends, j'avais dit priorité et... Putain, j'ai un trou. L'organisation? Non? Dans l'organisation... non, ça me reviendra. J'avais dit, du coup... Ouais, non, j'ai un trou.
J'ai un trou dans ce que ça me reviendra. Je sais pas si tu pouvais compléter ce que j'ai dit au début déjà. Moi, je suis d'accord avec toi, c'est que déjà, il faut voir ses priorités. C'est la règle numéro un. On établit ses priorités, on établit ce qu'on veut faire, on se fixe des objectifs à moyen, court et long terme. Par exemple, sur la semaine, sur le mois et sur des années. Ça, c'est, je l'avais déjà dit dans mes podcasts, mais par exemple, je sais ce que je veux faire dans des années. J'ai déjà suffisamment de travail pour savoir ce que je vais faire dans 1, 2, 3 ans. Ça c'est important, mais je sais aussi ce que je vais faire demain, je sais aussi ce que je vais faire aujourd'hui, je sais aussi ce que je vais faire la semaine prochaine. Vraiment, je planifie tout d'ailleurs, très important. Et pour du coup suivre ça, il y a deux choses qui sont importantes pour moi. L'organisation, donc définir ses priorités, être organisé, c'est aussi une chose. Et le sommeil. Je vais revenir aussi sur ça, mais ça fait partie aussi de l'organisation. Ah oui. Mais en fait, par rapport à la question qu'on m'avait posée, je connais aussi de la personne. C'est une personne que je coach et on en a discuté d'ailleurs la dernière fois dans son bilan et qui me disait que il dormait 5 heures par jour. Le souci, c'est que cette personne est en stage, il me semble, hein, tu me corrigeras Vincent, mais si c'est pas le cas. Mais ouais, Vincent est en stage à Barcelone actuellement et à côté, il a un projet entrepreneurial, donc il bosse beaucoup. Est-ce que et du coup, il néglige son sommeil. Et moi, ce que je lui ai dit, c'est que, ok, bon, idéalement, il faudrait que tu essaies de dormir plus. Il faudrait que tu essaies de dormir plus parce que peut-être qu'en dormant plus, tu seras aussi plus productif. Et ça, c'est quelque chose que je le remarque. Au début, moi aussi, je voulais bosser tout le temps. Il fallait que je dorme pas beaucoup pour travailler le plus possible. Et je pense pas que c'est la meilleure des solutions, déjà parce que sur le long terme, c'est pas tenable. Hein. Et puis tout simplement, des fois, plus on dort, plus on est en forme et plus on peut être productif. Et plus on peut être productif, et plus après, ça nous laisse du temps libre pour faire ce que l'on souhaite. Comme disait PL, peut-être sortir avec des amis, peut-être travailler plus si c'est votre objectif. Ça, c'est vraiment en fonction de chacun. PL, tout à l'heure, il parlait beaucoup de la vie sociale. Je suis totalement d'accord. Moi aussi, j'ai cet aspect, mais je pense que moi, actuellement, le travail passe avant beaucoup de choses, parce que je suis jeune et que je suis un petit peu dans cette optique de construire ma vie pro. Je suis jeune pro en fait, et à la différence de PL qui est encore un petit peu étudiant, et du coup il n'a pas encore ses contraintes, et je pense qu'il les verra d'ici 2 ans, puisqu'on en parlait aussi avant. Euh, c'est là qu'il faut travailler. Ça c'est quelque chose qui est important, c'est là qu'il faut travailler. Donc inévitablement, il faut bosser peut-être un petit peu plus que des personnes qu'on peut voir un petit peu partout. Surtout si vous avez des ambitions. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Surtout si vous avez des ambitions. Tout le monde n'est pas ambitieux. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Tout le monde ne veut pas très bien gagner sa vie, ou tout le monde ne veut pas construire un business, ou tout le monde ne veut pas... ouais, voilà, tout le monde ne veut pas, je dirais, réussir. Il y a des gens, ils se contentent très bien de gagner 1500 euros par mois, par exemple, et, euh, et bosser, je sais pas, 7 heures, 7 heures par jour. Et je le respecte totalement. Après, c'est pas forcément le cas de tout le monde, et c'est pas forcément mon cas aussi. Donc en fait, là aussi, c'est une situation au cas par cas. Mais vraiment, mon meilleur conseil par rapport à ça, ce serait de bien dormir, et ça passe aussi par l'organisation. Pour moi, on doit savoir ce que l'on doit faire, et une bonne astuce qui est intéressante, et ce que je fais personnellement, c'est planifier mes journées à l'avance. Alors, une des erreurs que je fais souvent, que j'ai souvent faites au début, c'est peut-être planifier mes journées en mettant beaucoup trop. Et du coup, on n'arrive pas à faire ce qu'on fait. Et du coup, ça nous fait bosser jusqu'à je sais pas quelle heure pour arriver à faire ce qu'on fait. Donc, définir aussi une ordre des tâches, on revient en priorité, peut-être en disant, ok, bon, je dois faire ça aujourd'hui, je dois faire ça, et peut-être si j'ai le temps, je vais faire ça. Ok, c'est un autre exemple. Peut-être, je vais dire que demain, je dois finir un programme, faire, je sais pas, 10 bilans, et je dois voir ma copine. Et ça, c'est ma priorité. Après, si par exemple, j'ai fini mes bilans un petit peu plus tôt, j'ai une liste éventuellement secondaire où je dois me dire, ok, bon, je vais préparer 5 posts Instagram, tu vois. Et, Ouais, je suis d'accord avec toi. et je pense que c'est ça qui est important, c'est se planifier les choses. Une autre chose qui est importante, et ça je l'apprends au fur et à mesure, de plus en plus, vraiment, c'est apprendre qu'on peut pas être partout et qu'on peut pas tout faire et que c'est pas tenable d'être toujours à fond. Ça, c'est aussi quelque chose que je comprends, c'est que plus j'évolue, donc là maintenant ça fait 2 ans et demi que je crois que je suis à mon compte et je travaille à mon compte, et plus je me dis que c'est pas tenable sur le long terme. Et c'est pour ça aussi que je dis que ouais, je sais que actuellement je travaille beaucoup, mais je sais que c'est pas le cas, ce sera pas le cas toute ma vie. Donc aussi c'est pour ça, c'est travailler maintenant entre guillemets pour être un petit peu plus libre par la suite, parce que on va tous, je vous le dis bien, hein, pour les personnes, éventuellement Vincent qui est dans le même cas que moi, on va tous rencontrer quelqu'un qui va faire que par exemple ta vie va changer et que tu vas éventuellement penser à avoir une vie de famille, etc., etc. Et et plein de choses en fait. On peut pas c'est pas tenable de bosser 80 heures ou 70 heures par semaine pendant
30 ans. Et plus on comprend ça, je pense, et bah plus on voit un petit peu les choses différemment et on accepte aussi de faire d'autres choses et de profiter un petit peu du moment présent et se dire que ok, bon allez, je vais manger à l'extérieur avec mes potes, c'est pas grave, ça me fait du bien, tu vois. J'ai pas fini ce que je voulais faire aujourd'hui, ah c'est pas grave, je me lèverai un petit peu plus tôt demain, enfin pas forcément, parce que je parlais du sommeil, mais j'essaierai d'être plus productif demain, ou c'était pas un truc qui était dans ma priorité aujourd'hui, donc j'ai fait ce que je voulais, ben voilà, je peux aller profiter avec mes amis. C'est quelque chose qui est important et ne pas se couper, parce que pour en revenir à la musculation, ne vous coupez pas que pour la musculation, c'est très important. Vous avez pas, Ouais, ça c'est quelque chose qui est totalement, important, ouais. vous n'avez pas besoin de vous entraîner 6 fois par semaine, vous n'avez pas besoin de manger poulet riz tout le temps sans sortir, très important. Vous pouvez aller boire des verres avec des amis, vous pouvez boire de l'alcool, c'est pas un souci, je ne dis pas d'en boire, mais je dis juste qu'il n'y a rien de mal à aller boire une bière avec des amis de temps en temps. PL aime bien ça, j'aime bien ça aussi, mais c'est juste en fait une question de choix et de priorité. Ça, c'est quelque chose qui est important. Il y a, enfin voilà, faites-vous plaisir aussi, et c'est ça aussi qui permet de tenir sur le long terme, parce que pour moi, les personnes qui sont trop extrêmes dans ce qu'ils font ne tiennent jamais au final réellement longtemps. Donc voilà. Ouais, j'ai quatre trucs à rajouter parce Mm. que ce que tu dis était super inspirant. Par rapport au sommeil, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que le sommeil, ça vient un peu de la mode des États-Unis, un peu no pain, no gain. C'est les mecs qui se réveillent à 4 heures et tout, qui Mm. bossent comme des fous, qui se réveillent, qui vont courir. Alors, ok, c'est super motivant. Alors là, il n'y a aucun souci. Sauf que ce qu'il faut retenir, c'est que si jamais, par exemple, vous avez 24 heures dans votre journée, vous dormez 4 heures, vous êtes 20 heures éveillé, et vous travaillez 7 heures. D'accord? Ça veut dire qu'il y a 13 heures, enfin, pour faire simple, ce que vous pouvez faire enfin, sur ces 20 heures réveillées, vous allez peut-être éventuellement travailler, on va dire, pendant 15 heures. Sauf que si vous dormez 4 heures de plus, ce que vous avez fait en 15 heures, vous pourriez le faire en 7 heures. Donc Mm. du coup, ça veut dire qu'il vous reste 8 heures derrière pour faire autre chose et avancer sur un autre projet, parce que vous serez beaucoup plus en forme. Mm. Donc est-ce que ça vaut le coup d'avoir plus de temps en dormant moins bien et d'être moins productif en fait? Parce que du coup, quand on est forcément quand on est en meilleure forme, on est beaucoup plus productif, on est beaucoup plus lucide et surtout on a beaucoup plus envie de travailler. Je sais pas si tu as déjà vécu ça ou t'as pas assez dormi et concrètement tu fais de la merde, Tu t'es pas traînes, assez ouais. productif et t'as qu'une envie, c'est envie de dormir quoi. Mm. Donc ça c'est le premier point. Dormir plus pour être plus productif. Donc le temps que vous gagnez en sommeil, vous le gagnez, le temps que vous perdez entre guillemets en sommeil, vous le gagnez en productivité. Donc du coup, c'est largement rentable. Euh, Par rapport à ce que disait Alexandre sur la liste, en fait, j'ai deux trucs à dire là-dessus. Comme il dit, il faut se fixer le plus important à faire par jour. Ça veut dire que sur votre liste de la journée, vous avez un gros truc sur lequel il faut que vous vous focalisiez. D'accord? Par exemple, moi aujourd'hui, pour faire simple, je dois finir de monter une vidéo et j'ai deux podcasts à tourner, celui avec Alex et le mien. Après, le reste, j'ai une petite liste secondaire que je vais faire ou non, ça dépend de mon temps. Donc voilà, un gros truc par jour, avoir une liste donc primaire entre guillemets et une liste secondaire par jour, c'est super important. Et par rapport à ça, il faut que vous ayez une to-do list. En fait, moi, c'est ce que je fais sur mon PC, j'ai une to-do list avec ce que j'ai à faire sur le court, moyen et long terme en fait, avec des deadlines, etc. Et du coup, chaque matin, je ouvre mon PC. Bon, quand je sais ce que j'ai à faire, je l'ouvre pas, mais quand je veux vraiment voir ce que j'ai à faire, du coup, je l'ouvre. Je regarde ce que j'ai à faire. Et du coup, je le note sur une ardoise, en fait, ce que je dois faire dans ma journée par ordre de Ah, priorité. c'est bien Donc, en ça, gros, c'est visible. ouais, et comme ça, c'est visible. Et en haut, je dis, ok, je dois faire ça. Et plus tu descends sur la liste, moins c'est important. Donc, l'objectif de la journée, c'est de tout effacer, mais surtout d'effacer le plus haut. Donc voilà, ça c'est le truc de la to-do list. Et un dernier truc, fonctionner en travaillant avec une carotte, ça marche vachement. Par exemple, moi ce que j'aime me dire, c'est ok, j'ai ça à faire dans la journée, mais également j'ai envie de regarder ma série. Du coup, si je fais pas ce que j'ai à faire dans ma journée, je m'autorise pas à regarder ma série. Comme ça, je sais que je vais devoir travailler et faire ce que je vais faire dans la journée, et comme ça, je sais que je pourrai regarder ma série. Donc du coup, c'est un peu un système de carotte. C'est un peu comme vous dire, ok, bah, par exemple, là j'ai 2 heures pour faire ça. Si durant ces 2 heures, je suis pas assez productif, bah, est-ce que je sais pas moi, je m'autorise pas à aller sortir avec mes potes le soir parce que j'aurais pas fini ce que j'ai à faire. Tu vois? Donc c'est con, mais c'est une sorte de carotte comme ça. Alors évidemment, vous pouvez trouver la carotte que vous voulez. C'est des exemples que j'ai mis parmi tant d'autres, mais ça peut vachement fonctionner en fait. Mm. Ça peut vachement Ouais, je fonctionner suis d'accord. et je sais pas si tu fonctionnes comme ça, Si aussi des fois, mais hein. moi, c'est un truc qui m'aide vachement en fait. Bah, ça dépend vraiment des jours, mais je sais que si par exemple, souvent les week-ends, c'est là où on est le plus amené à sortir ou des choses comme ça. Et je remarque que souvent, quand j'ai une sortie ou quelque chose comme ça,
je suis plus productif le jour de ma sortie, tout simplement parce que je sais que le soir je veux sortir et je sais que du coup si le soir je sors, le lendemain je vais me réveiller aussi un peu plus tard. Donc souvent quand c'est comme ça, je me dis bon allez il faut que je travaille parce que demain je vais me lever plus tard et ce soir je vais pas pouvoir bosser jusqu'à ce que je bosse d'habitude. Donc oui c'est une espèce de carotte et enfin c'est pas oui si c'est ça. Même si au final dans tous les cas j'annulerai pas ma sortie mais ça te motive à te dire que ok après je vais pas être dans la merde en étant en retard tu vois. C'est ça. Donc il y a quand même pareil on visualise un petit peu la suite mais c'est une question d'organisation encore on revient une fois à quelque chose c'est il faut pour moi être organisé c'est quelque chose qui est très très important c'est pas forcément le cas de tout le monde mais c'est tout le monde enfin c'est pas inné pour tout le monde un petit peu hein, être très organisé mais pareil comme ce que disait PL et tout notez-vous des choses et visuellement enfin des choses visuelles par exemple sur votre frigo des choses comme ça et bah c'est super parce qu'on le voit tous les jours et on se dit ah oui il faut que je fasse ça et du coup on va le faire et une chose qui est importante aussi c'est arrêter de procrastiner c'est très important si vous avez l'occasion de faire quelque chose de suite essayez de le faire de suite bien sûr si ça rentre dans votre emploi du temps c'est important Carrément. mais ouais, notre meilleur conseil, je dirais que c'est bien dormir, fixer des priorités et s'organiser. Et surtout, ne pas être extrême, ne pas être no pain, no gain, comme disait PL. Vous avez pas, enfin, vous n'êtes pas obligé de vous lever à 4 heures pour réussir votre vie et bien gagner votre vie. Vous n'êtes pas obligé de bosser à 12 heures ou 13 heures par jour pour réussir votre vie. Vous n'êtes pas obligé de vous entraîner 6 fois par semaine ou 7 fois par semaine pour avoir un gros physique. Vous n'êtes pas obligé de manger du poulet et brocoli pour pareil. Voilà, en fait c'est ça. Si vous n'êtes pas obligé, il faut trouver un petit peu un juste milieu dans tout. Et la chose la plus importante et ce que les gens ne comprennent pas et que je comprends de plus en plus, c'est que votre meilleur allié c'est le temps. C'est le temps qu'en musculation qui va faire que vous allez vous transformer. C'est le temps où vous allez tenir votre diète qui va faire que vous allez transformer, vous allez prendre de la masse musculaire. C'est le temps que vous allez tenir votre business, par exemple si vous êtes dans l'auto-entrepreneuriat sur 2-3 ans, bah, c'est le temps là qui va faire que vous comptez. C'est pas le temps sur votre semaine ou sur votre journée où vous bossez beaucoup. Le plus important c'est de durer. Et si vous durez, vous allez réussir. Si vous vous acharnez sur quelque chose et que vous durez, vous allez réussir. Mais c'est sûr, ça c'est sûr. Donc, ouais, je pense que c'est la meilleure des choses à faire, c'est être patient et tenir longtemps et ne pas être trop extrême dans votre pratique et être flexible. Très important. Carrément. Carrément. Ne... Et un dernier truc Ouais. que je rajouterais en termes de productivité, c'est en fait vous obliger à avoir des sessions de travail en fait. Ça veut dire que peu importe ce que vous ayez à faire, il faut que vous ayez dans la journée, il faut dire ok, j'ai par exemple 2 fois 2 heures où là c'est ma session de travail, je ne fais que ça. Je ne Mm. fais que ça. Et comme ça, vous êtes sûr que vous devez travailler à ce moment-là et vous êtes beaucoup plus productif en fait. Et ces sessions de travail, c'est à vous de les organiser en fonction du moment de la journée où vous savez que vous êtes le plus productif. Il y en a, c'est le matin, il y en a, c'est le soir. Exactement, ouais. Donc, c'est à vous de voir. Et par exemple, c'est aussi, ça permet d'organiser un petit peu votre stress parce que vouloir travailler tout le temps, c'est assez stressant Mm. parce qu'on a souvent des deadlines, etc. Il est important que dans votre journée, vous ayez une période un peu chill, que vous ayez envie de lire, de regarder une série, de sortir avec vos potes. C'est super important Ouais. pour tenir sur le long terme. Tout à fait d'accord. Tu vois, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai réussi à organiser mes journées. Je dirais que, bon, pour donner mon exemple, je me lève assez tôt parce que je suis productif le matin, comme ce que tu disais, c'est important de prendre en compte là où on est productif. Donc, je suis productif le matin, je bosse jusqu'à environ 14 heures. En fait, j'ai une routine, hein. Je m'entraîne et c'est après mon entraînement où là, j'ai le gros coup de mou, tu vois. Genre, après, je rentre chez moi, il est 16 h, 17 h et bah je suis pas très bien. Donc souvent quand c'est comme ça, je fais une sieste ou éventuellement là je me mets un petit temps off, tu vois. Si je me suis mis un temps off, souvent après j'arrive à reprendre un petit peu le travail après et rebosser un petit peu. Et si par exemple j'ai continué et j'ai réussi de bosser, bah, je prends mon temps off par exemple après manger. Et après manger, je me dis ok bon bah je prends du temps pour moi, je vais soit voir des potes, je vais regarder des séries. En fait je vais faire ce qui me plaît. Et c'est important aussi d'avoir ce temps. Parce qu'il y a des jours, des fois, où vraiment je suis dans le rush. Je suis dans le rush. Et bah, je bosse toute la journée et je m'arrête pas. Je m'entraîne ou je m'entraîne pas. Et à la fin de la journée, je suis cramé nerveusement, tu vois. Et je me dis, putain, quelle journée de merde. Quelle journée de merde. Et j'ai pas envie de refaire la même chose le lendemain, tu vois. Et Tu m'étonnes, tu ça m'étonnes. peut se dégoûter, quoi. Enfin, enfin, ouais, ça peut nous dégoûter sur le long terme. Donc, des fois, il vaut mieux en faire moins et tenir plus longtemps. C'est ça aussi, c'est ça. C'est Carrément, accepter. carrément. Et je pense qu'en fait, il est important d'avoir une routine, mais en fait, cette routine, vous devez l'appliquer
quand vous êtes sûr d'être dans votre routine. En fait, là où je veux en venir, c'est que on a tous des imprévus, des trucs, des rendez-vous qui arrivent, même des trucs qui vous obligent à vous adapter, d'accord. Et en fait, dans ce cas-là, ça peut casser votre routine. Et dans ce cas-là, il faut surtout pas stresser, en fait. Quand vous avez, vous avez une routine, d'accord, que vous appliquez les jours où vous pouvez l'appliquer, quand vous ne pouvez pas l'appliquer, il faut juste que vous adaptiez et que vous trouvez la meilleure solution pour du coup vous rapprocher de l'objectif de départ, donc c'est-à-dire votre routine, en fonction du contexte. C'est-à-dire que vous avez un contexte, vous dites ok, bah du coup ce truc il m'empêche de faire ça, mais j'aimerais quand même le faire. Qu'est-ce que je peux faire pour m'adapter en fonction du contexte pour au final trouver la meilleure solution et être s'adapter quoi en fait. Et c'est super important. Ouais, totalement d'accord avec toi. Voilà, donc je pense qu'on a donné pas mal de conseils. Après, on ne vous demande pas de mettre tout en place d'un coup. Éventuellement, commencer par le sommeil, puis pour votre liste. Mais prenez en compte ce qu'on a dit, réfléchissez-y. Pardon. Voyez ce que vous pouvez implémenter dans votre vie actuelle. Bien sûr, ça dépend vraiment de chacun, parce que là, on a deux cas différents. Je suis entrepreneur et PL a un peu aussi cette démarche dans tous les cas, parce qu'il est étudiant, mais à côté, il gère d'autres trucs. Donc c'est aussi pour cette démarche, et peut-être que des personnes qui sont salariées, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a des contraintes, mais ça ne vous empêche pas d'être productif sur d'autres choses, et parce qu'il n'y a pas que le travail dans la vie, mais des choses que vous aimez, quoi. Enfin, si vous vous organisez, vous allez pouvoir passer plus de temps et faire des choses que vous aimez, ça c'est important. Donc voilà. Bon, on va pouvoir passer, je pense, à une des dernières questions, peut-être même la dernière. Donc on en a aussi parlé un petit peu avant avec PL, et cette fois-ci tu vas commencer. Enfin, t'as déjà commencé avant, mais c'est pas grave. C'est au niveau de la micronutrition. Est-ce qu'il faut vraiment y porter une importance particulière? Est-ce que cela a vraiment un impact sur la performance? T'en penses quoi? Alors déjà, il faut mettre des choses dans le contexte. Quand on parle de micronutrition, c'est tout ce qui est relatif vitamines, minéraux, oligo-éléments, etc. Donc tout ce qui est entre guillemets hors macronutrition, donc glucides, lipides, protéines, d'accord. Donc est-ce qu'il faut vraiment y accorder une importance particulière? J'ai envie de dire oui et non. Alors non, dans le sens où si on analyse chaque aliment qu'on mange pour la micronutrition et qu'on essaye de voir, de rentrer ça dans notre application MyFitnessPal si on compte ses calories, on s'y perd complètement, c'est un sujet de stress et c'est complètement con parce que vous allez perdre du temps et au final vous allez avoir énormément de temps qui va être pris pour ça pour peu de retour sur investissement on va dire parce que vous n'allez pas vraiment voir une grande différence. Après, je pense quand même qu'il faut accorder de l'importance à la micronutrition. Il faut quand même faire un minimum attention à ce qu'on mange. Enfin, je pense que si vous faites de la musculation et que vous écoutez ce podcast, vous mangez pas forcément 80% n'importe quoi dans votre alimentation. Mais je pense que du moment que vous avez une certaine quantité de produits déjà bruts, d'accord. Donc quand j'entends produits bruts, c'est produits qui ont subi peu de transformation, sachant que la transformation, généralement industrielle, détruit un peu tous les micronutriments. Et ben, il ne faut pas forcément s'embêter à tout calculer. Je pense que si vous avez une bonne dose de fruits, de légumes, de produits bruts, donc quand je dis produits bruts, c'est surtout relatif par exemple aux produits laitiers, à la viande, etc., et que vous mangez majoritairement des choses qui n'ont pas énormément de transformation, vous allez avoir des micronutriments de qualité, d'accord, et donc il n'y a pas forcément besoin d'y accorder beaucoup d'importance. Après, attention, il ne faut pas tomber dans le piège où je mange tout le temps la même chose. Quand je dis tout le temps la même chose, c'est par exemple matin, midi, soir. D'accord. Vous pouvez manger la même chose tous les jours, mais du moment que vous avez une variation, c'est quand même intéressant. Si vous mangez en légumes que des carottes, la carotte ne contient pas tous les micronutriments. Donc du coup, vous allez peut-être avoir des carences ailleurs. Après, faut savoir qu'il y a certains micronutriments qui sont un peu plus durs à trouver. Je pense à la vitamine B12 par exemple. Je pense à la vitamine K, il me semble, qui est un peu plus dur à trouver. Le zinc également, le magnésium, tous ces petits trucs là. Ça peut être intéressant de se supplémenter. Donc quand je dis supplément, attention, pas les multivitamines. Pourquoi je dis pas les multivitamines? Parce qu'en fait, je pense qu'Alex, t'es d'accord avec moi, c'est souvent des compléments déjà qui sont assez chers, donc ça c'est assez embêtant, et c'est surtout des compléments qui sont un peu surdosés. Et en fait, pour faire simple, le surdosage,
il y a une sorte de compétition entre certains minéraux et du coup vous allez en surdosant un minéraux, vous allez pas du tout absorber un autre. Je pense à la vitamine A et la E, je crois, il me semble, ou la C et la E, je crois. J'ai un petit trou, mais je crois que c'est ça. Et donc du coup, vous allez inhiber l'absorption de certains minéraux en mangeant trop d'autres minéraux. Donc ça, c'est Ouais. l'aspect-là. Et ensuite, il y a l'aspect biodisponible. Donc la biodisponibilité, on pourrait la traduire comme la capacité de votre corps à assimiler le minéraux, le nutriment que vous lui donnez selon sa qualité. D'accord. Donc plus il est qualitatif, mieux vous l'absorbez, mieux vous l'assimilez, mieux il est utilisé. Et généralement, les multivitamines, c'est pas très biodisponible parce que ça a subi un processus de transformation et c'est pas très naturel. Donc voilà. Après, on en a parlé hors podcast, les suppléments que vous pouvez utiliser en termes de micronutrition, vitamine D, magnésium, zinc et la glycine. Alors pourquoi la glycine? En fait, c'est assez simple. La glycine, c'est un acide aminé qui est précurseur du collagène, d'accord. Le collagène qui constitue vos articulations, pour faire simple, et même le collagène, ça constitue un peu vos cheveux, votre peau, etc. Ça fait partie de ça, ça aide à assembler un petit peu, donc c'est vachement intéressant. Et en fait, par exemple, lorsque c'est l'acide aminé en fait qui est le plus enfin, pour lequel on a beaucoup plus de déficit que les autres. Je prends l'exemple, en fait, quand vous mangez de la viande, généralement, quand vous prenez du poulet, vous prenez souvent que le blanc de poulet. Sauf que la peau du poulet qui est grasse, par exemple, même les abats à côté, les déchets, qu'on considère comme les déchets, contiennent des acides aminés qui sont très peu présents dans le blanc de poulet, en fait. Donc du coup, vous allez avoir des carences dans ces acides aminés, et donc du coup, se supplémenter en glycine, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. Donc, euh, donc voilà, je pense que j'ai pas mal dit de choses là-dessus, mais voilà, vous prenez pas la tête avec la micronutrition. Assurez-vous de manger quand même un minimum de fruits et de légumes, d'aliments bruts de qualité. Et puis supplémentez-vous si jamais vous voulez essayer avec ce que je vous ai recommandé et ce qu'Alex dira par la suite. Mais voilà. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Alors juste, je rajouterais deux, trois choses. Je dirais que d'abord, si vous avez une alimentation variée, vous ne devriez pas avoir de carence, sauf quand on est sportif. On a souvent des besoins un petit peu plus importants, d'où l'intérêt des fois de se supplémenter sur certains compléments. Ça, c'est important de le noter. Même chose par rapport à ce que disait PL, le fait des fois de se sursupplémenter en certaines vitamines peut être toxique. Il faut savoir que certaines vitamines sont il y a les water solubles et les liposolubles. En gros, il y en a qui vont avec l'eau, il y en a qui vont avec le gras. Et ceux qui vont être solubles avec le gras, le souci c'est qu'elles sont stockées. Elles sont stockées. Et ça peut être toxique pour votre corps quand il y en a trop. Bon, je ne sais pas si c'est très 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 dangereux, mais c'est toxique. Contrairement aux vitamines water solubles où là, là, elles sont évacuées lorsque vous allez aux toilettes de toute façon. Donc il n'y a aucun souci des fois à consommer trop de vitamines water solubles. Donc voilà, ça c'est important. Après, effectivement, comme il a dit, je pense que les compléments, certains compléments sont assez intéressants. Comme moi, je conseille souvent le magnésium et je conseille la vitamine D. Après, PL en a rajouté d'autres. Ah ouais, ouais. La vitamine D, ouais. Ouais, vitamine D, magnésium, c'est intéressant. Une chose qui est importante, c'est que, par exemple, si vous consommez de la vitamine D en termes de complément, je vous déconseille de la prendre sous forme de gélule. Il y a de grandes chances qu'elle soit très mal assimilée et il vaut mieux la consommer sous forme de gouttes ou d'ampoules. Et pour ça, il vous suffit d'aller en pharmacie des fois pour en avoir. Ce sera sûrement moins cher que sur les sites de compléments en plus. Donc voilà. Et d'ailleurs, tous les compléments que l'on vous conseille là sont trouvables en pharmacie. Hein. Carrément. Donc voilà, vous pouvez aller, c'est des compléments de santé et vous en aurez. Et ce qui peut éventuellement être intéressant, c'est comment être sûr qu'on n'a pas de carence, ça c'est important. Déjà, si vous vous sentez en bonne forme, bon, c'est déjà un bon point. Mais ensuite, éventuellement, ce qui peut être intéressant, c'est faire une prise de sang. Je dis pas d'en faire tous les mois, d'accord, mais je dis juste qu'en ayant une alimentation classique, voir, faire une prise de sang et demander et regarder si est-ce que vous avez des carences quelque part ou pas. Et puis voilà, ça peut être quelque chose d'envisager. Mais comme disait PL, hein, c'est du détail et franchement, il n'y a pas besoin d'en s'en préoccuper. Le plus important, c'est d'avoir une alimentation complète, variée et en favorisant un maximum d'aliments bruts. Et normalement, après, vous serez en bonne forme en ayant ce genre de choses. Donc voilà, c'était notre petit conseil. Je pense que tu me rejoins sur ce que je t'ai dit. Je sais pas si éventuellement tu as des choses à ajouter. Ouais, juste par rapport aux compléments, si jamais vous voulez supplémenter en magnésium, faites attention aux sources. Généralement, les meilleures sources, alors je ne dis pas de bêtises en magnésium, il y a le citrate
qui est le bicyclinate de magnésium. Évitez l'oxyde de magnésium. En fait, vous allez pas l'assimiler du tout. Dernière chose par rapport au magnésium, lorsque vous le prenez, surdosez-le un petit peu, ou alors le prenez pas lorsque vous avez pris par exemple des produits laitiers, parce qu'il y a une concurrence entre calcium et magnésium. Donc du coup, vous pouvez par exemple moins bien assimiler le magnésium parce que vous avez mangé du fromage blanc ou du fromage avant. Donc c'est la petite technique. Et le prendre le soir, c'est assez intéressant parce que le magnésium aide à la récupération du système nerveux. En fait, pour faire simple, il intervient dans la conduction de l'influx nerveux et ça peut vous aider à mieux dormir. Ouais, exact. Ça permet d'avoir un sommeil un petit peu plus profond et vous réveiller en meilleure forme. Personnellement, j'en ai pris un moment, j'en prends plus actuellement, mais j'en ai pris pendant un moment avant de me coucher et c'est vrai que je me levais en meilleure forme, quand j'avais moins cette sensation de fatigue. Ouais, je suis d'accord, je l'avais pris aussi, c'était pareil. Ouais, bon, tant mieux. Après, il y a peut-être un effet placebo aussi, mais bon. Après, ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, bon, on arrive déjà à 55-56 minutes. Je pense qu'on va pouvoir conclure, sinon, parce que si on repart sur une question, ça va durer un petit peu trop longtemps. Ouais. Bon, en tout cas, j'espère que ce podcast vous aura plu. Comme je vous l'ai dit, vous retrouvez l'ensemble de nos liens dans la description. Nous, on va essayer de quand même faire un podcast assez régulièrement. Après, ça dépend aussi de nos emplois du temps. On va pas pouvoir faire ça toutes les semaines, c'est sûr. Mais éventuellement, une fois par mois, si on a le temps, ça peut être intéressant, surtout par rapport à vos retours. Et puis, surtout, ce que je vous invite à faire, c'est aller découvrir le podcast de PL. C'est très intéressant. Il en fait pas mal en plus, hein. Je pense qu'il est beaucoup plus régulier que moi. T'en fais combien ? Ça dépend, j'essaye d'en faire 2 par semaine. Ouais, voilà, c'est ça. Là, j'essaye, ouais. Ouais, bon, je vous invite à aller voir ça. C'est des podcasts en plus pas très longs, enfin un peu moins longs que 1 heure, bien sûr. Je fais autour de 10-15 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Donc voilà, vous avez, ça prend pas beaucoup de temps. Le temps de marcher pour revenir de la salle ou pour aller à la salle, vous pouvez écouter ça. Ou sur votre cardio, parce qu'on en parlait tout à l'heure, en lice. Voilà, donc je vous invite vraiment à faire ça. Regardez éventuellement son compte Instagram si ça vous intéresse. Il propose beaucoup de contenu intéressant en ce moment. Son compte, vraiment, comme j'ai peut-être déjà dit la dernière fois, mais se développe vraiment beaucoup. Et puis, c'est un plaisir d'échanger en tout cas avec toi. Et puis, du coup, je te dis à très vite. À la prochaine, ouais. Salut. Ciao.